Revenons à la pandémie et on va en parler avec le docteur Nathalie Granvaux, qui, je vous le rappelle, est professeure de biochimie à l'Université de Montréal et qui dirige également le laboratoire de recherche au CHUM à Montréal. Bon après-midi, docteur Granvaux. Bon après-midi, M. Je dois vous avouer, inexorablement, on ne peut pas faire abstraction de la déclaration qui fait parler partout sur la planète du président Trump hier. Je vous vois cligner des yeux. À l'effet que c'est simple. Au fond, on n'a qu'à injecter du matériel désinfectant directement dans les poumons et le tour en sera joué. Docteur Granvaux, je présume que vous avez aussi été étonné de cette déclaration-là, mais comment on peut expliquer... Enfin, d'abord, expliquez-nous un peu, là, si ça se faisait sur un être humain, il arriverait quoi? Bien, écoutez, je veux juste dire, premièrement, à tout le monde, ne faites pas ça parce que c'est extrêmement dangereux. Premièrement, je pense qu'au tout début de la pandémie, on expliquait pourquoi les détergents, en fait, pourquoi le virus était sensible aux détergents, parce qu'ils sont constitués de lipides, puis ça dissout les lipides. Mais la première chose que je disais aussi, c'est que nos cellules à nous sont aussi constituées de ces lipides-là qui déterminent leur structure. Fait que si ça détruit le virus, ça va aussi détruire les cellules à l'intérieur. Alors les gens vont me dire, oui, mais on se lave les mains avec du détergent, puis mais là, ce qui est suggéré, là, c'est pas du tout la même chose. Puis nos poumons et nos mains, notre épiderme qui protège, c'est pas du tout la même chose. C'est extrêmement dangereux d'avaler ce genre de choses ou de se les injecter ou de... Non, c'est très dangereux pour la santé. Et ça a tellement eu un impact que la compagnie qui fabrique Lysol et également Purell ont dû émettre un communiqué pour prévenir la population de ne surtout pas faire ça. Quand même, hein, quand même. Écoutez, c'est essentiel qu'il le fasse et je suis contente qu'il l'ait fait là parce que aujourd'hui l'information va tellement vite et partagée, puis avec les réseaux sociaux ça va très vite et puis aussi les gens sont en stress, veulent une solution, veulent trouver, fait que il faut les informer absolument que il faut surtout pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça. Docteur Granvaux, on en rit, mais c'est quand même pas drôle, cette déclaration-là. Regardons un peu maintenant le portrait de la situation au Québec, les décès évidemment très, très élevés. Là, quand vous appréciez la situation, le taux de décès au Québec est très, très élevé. Là, se compare à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Oui, effectivement, en fait... ça fait un petit moment qu'on n'a pas commenté les chiffres ensemble, mais on était encore sous contrôle et je pense que la dernière fois qu'on en a parlé, c'est quand le gouvernement avait publié les fameux modèles qu'on lui avait demandé, des scénarios possibles, le plus optimiste et le plus pessimiste. Et en fait, ce qu'on disait à l'époque, c'était que l'élément qu'on ne contrôlait pas, c'était le début des infections dans les CHSLD et effectivement, je veux dire, c'est plus que dramatique. Je veux dire, c'est difficile à comprendre même qu'on soit rendu là au jour d'aujourd'hui. Mais malheureusement, effectivement, une fois que c'est rendu, toutes les personnes vulnérables sont ensemble. Elles sont toutes ensemble. Fait que le virus a juste à se propager. Puis la prochaine personne qui va atteindre est une autre personne vulnérable. Donc il n'y a rien qu'on puisse faire vraiment contre ça. Et comme ça a été le cas en Italie, en France et malheureusement partout ailleurs. Docteur Granvaux, maintenant, un autre aspect, parce qu'on se parle de la deuxième vague éventuelle de la COVID au mois de septembre, éventuellement, peut-être une troisième vague également, et de la possibilité qu'il y ait une mutation, parce que ça survient parfois. Vous êtes une experte dans le domaine, que le virus change en cours de route, donc se développe. Est-ce qu'il pourrait devenir, dans une deuxième, troisième vague, encore plus coriace et féroce et dévastateur qu'il est à l'heure actuelle? C'est une probabilité parce que le type de virus auquel on a affaire, c'était des virus qui ont tendance à muter leur génome, en fait. Donc, cette possibilité-là existe. Ce qui est rassurant, c'est que les analyses qui sont faites par les personnes qui font de la génomique virale, en fait, qui séquencent en fait le génome du virus, le taux de mutation est très faible à comparer d'autres virus, comme par exemple la grippe. Donc, la probabilité qu'une mutation arrive est plus faible, mais le risque n'est pas complètement nul qu'une mutation puisse faire que le virus soit plus sévère. Par contre, on fait déjà face à un virus qui se propage très, très vite et à un virus qui donne déjà des symptômes très sévères. Donc, c'est très peu probable qu'une mutation amplifie encore ça. Mais c'est pas inexistant. Fait que la chose qui pourrait arriver, ça serait que
son tropisme change, c'est-à-dire que la sévérité soit vers un autre type de personnes que les personnes âgées ou les personnes avec certaines comorbidités. Mais le taux, pour l'instant, ce qui est rassurant pour les virologistes, c'est que cette probabilité-là de muter est très faible pour le moment. C'est sans doute un des seuls éléments positifs de l'évolution de la maladie. Mais docteur Granvaux, on va se laisser là-dessus. Pour un profane comme moi, par exemple, éventuellement l'hypothèse d'une mutation du virus, toute la science se concentre pour développer un vaccin à l'heure actuelle. Un vaccin, donc, qui serait élaboré en vertu de la souche actuelle, serait-il efficace éventuellement s'il y avait mutation plus tard? Bien, écoutez, en fait, ce qu'essayent de faire les gens qui développent des vaccins, c'est d'essayer d'utiliser ce que nous, on appelle dans le jargon scientifique des épitopes ou en tout cas des cibles, en fait, qui sont utilisées sur le vaccin, qui sont les parties les moins variables du virus. Chez les virus, il y a des parties qui mutent beaucoup puis des parties qui mutent moins. Fait que l'idéal, c'est de développer dans les essais de vaccins un vaccin qui serait contre une partie qui mute le moins possible. C'est exactement ce qu'on fait avec la grippe et vous l'avez peut-être entendu parler, il y a une quête pour un vaccin pour la grippe universelle. Et en fait, le but de ces vaccins-là, c'est de cibler une partie du virus qui ne mute pas, en fait. Avant de vous laisser, docteur Granvaux, comme tout le monde surveille justement l'évolution du développement de ce vaccin partout sur la planète. Il y a des compagnies québécoises qui tentent d'en développer un ici. On a entendu, par exemple, les Britanniques évoquer l'hypothèse que dans un scénario court, peut-être que dès septembre-octobre, il y aurait de quoi d'efficace, de disponible. Revenons sur le terrain de la réalité et des faits, docteur Granvaux, pour vous, de manière réaliste, à quel moment, dans le meilleur des scénarios, on pourrait avoir un vaccin? Écoutez, par exemple, l'essai qui a été lancé sur déjà des patients au UK, puis il y en a un en Allemagne qui débute sous peu aussi. Pour celui du UK, par exemple, ils ont mentionné aux gens qu'il y avait un risque que le vaccin qu'ils testaient pouvait en fait créer des complications. Parce que c'est des choses que d'habitude on teste sur des modèles animaux, puis avec des études très contrôlées pour éviter ça. Et en fait, je pense que oui, on veut ce vaccin-là, tout le monde le veut, mais je pense que l'erreur serait de précipiter l'usage d'un vaccin qui serait pas complètement contrôlé. Puis pour terminer là-dessus, je voudrais juste prendre l'exemple. Il y a à peu près 25 ans ou 30 ans, on a fait un vaccin contre le virus respiratoire syncytial qui a eu des effets adverses parce qu'il a sensibilisé les gens au virus. Et en fait, on a arrêté complètement les recherches pendant 20 ans et ça a fait beaucoup de mal au domaine de la vaccination. On peut pas se permettre ça. Fait qu'il faut vraiment contrôler. Je sais qu'on le veut rapidement, mais il faut prendre le temps d'avoir un vaccin sécuritaire et efficace. Oui, un vaccin qui, dans le pire des cas, cause autant de problèmes, sinon plus encore que la maladie elle-même. Donc, docteur Granvaux, si je vous comprends bien, je tente de décoder un peu, il faut se résoudre à l'idée que ce ne sera pas avant un délai d'un an, peut-être même de 2 années. Je pense qu'on reste sur l'estimation. Puis déjà, si on l'a dans 1 an ou 18 mois ou 2 ans, ça sera déjà un record quand même pour avoir quelque chose de sécuritaire, en fait. Il faudra s'y faire. Donc, docteur Granvaux, je vous rappelle, est professeur en biochimie. Merci infiniment, docteur Granvaux, d'avoir été avec nous à LCN encore une fois.